D'abord, je voudrais saluer notre invité sur ce plateau, qui est Nicolas Chaban. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, fondateur de C'est qui le patron, et nous sommes toujours avec Tristan Banon, avec Dominique Seux et avec Marion Van Rottergem. Nicolas Chaban, est-ce que vous pourriez être sur les ronds-points? On voit une image là, on est au Canet des Morts avec toujours ces croix qui sont disposées dans la terre, sur le sol, c'est très fort. Vous pourriez être à leur côté là, sur le terrain? Oui, on y est. On y était l'an passé, on y sera à nouveau. Côté consommateur, c'est au-delà du symbole. On est vraiment avec eux, et c'est pas une parole politique. Cette nourriture qu'ils défendent, c'est celle qui se retrouve dans nos assiettes. On voit dans votre sujet la dimension politique, mais il ne faut pas oublier une dimension vitale qui simplifie le problème au seuil de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire que le Mercosur, c'est 50 000 exploitations de moins en France, on le sait mécaniquement. Il en reste 395 000 sur 1 500 000 il y a 50 ans, oui, à peu près 50 ans. Donc il faut se rendre compte que ces gens qui sont sur les ronds-points, ils ne sont pas en train de demander 15 jours de semaine en plus de vacances. Ils ont juste besoin de se nourrir pour pouvoir nous nourrir. Donc évidemment, les consommateurs encore cette année, après une année et déjà des blocages, il y a 85%, 90% des gens qui sont complètement d'accord avec cette cause. Et d'ailleurs, il faudrait que ça devienne, voilà, vous voyez effectivement ce visuel très parlant. On voit quand même à quel point en France, des gens qui nous nourrissent disparaissent. 27 fermes mettent la clé sous la porte tous les jours, 200 par semaine. Des parents qui ne vivent pas de leur métier ne peuvent pas céder une ferme à des enfants qui ne les ont jamais vus partir en vacances plus que quelques jours. Enfin, on est en face, non pas d'un problème politique, d'un problème vital. Comment on fait pour nous nourrir demain si on parie sur les bateaux du bout du monde, arrivant ou pas jusqu'à nous? Il y a un enjeu qui dépasse le cadre, encore une fois, politique. Comment expliquez-vous qu'on ne soit pas d'accord quand on est un consommateur français, un agriculteur français, ou un consommateur ou un agriculteur espagnol, par exemple, ou allemand? Parce que je le répète, les Allemands, eux, ils voient dans ce Mercosur des débouchés importants pour les voitures. Bruxelles y voit un intérêt pour le lithium et d'autres métaux rares. Je voyais le Parisien qui dit qu'on exaspère même nos voisins parce qu'ils ont l'impression qu'on freine quelque chose de vital pour eux. Parce que c'est des économies de 4 milliards, c'est 700 millions de personnes pour le marché qui est concerné. C'est une croissance qui est attendue. Donc, comment vous expliquez? Il y a une faille spatio-temporelle entre nos pays en Europe en ce moment? Il y a une faille spatio-temporelle sur l'enjeu premier qu'on n'a pas véritablement à l'esprit. Vous parlez de choses justes. L'économie, elle se fait d'échanges, d'aller de retour sur de la production et des ventes et des achats. Mais là, on parle du problème premier en France. Voilà pourquoi les agriculteurs sont dans la rue. Parce qu'il n'y a pas, même s'il y a énormément d'enjeux environnementaux, économiques, politiques, il n'y a pas un problème plus important pour nous tous que de nous nourrir tous les jours. On n'est absolument pas alarmiste en disant qu'on va manquer de nourriture en France. On manque déjà de nourriture, la moitié des fruits et légumes sont importés, comme le beurre, comme les poulets. Comment, à un moment donné, on peut prévoir un avenir serein si on ne défend pas et si on ne protège pas des gens qui sont assez exemplaires, qui, encore une fois, sont plutôt durs au mal, qu'on voit rarement dans les rues et qui demandent juste à vivre de leur métier. Il faut qu'on prenne conscience que tous les problèmes deviendront encore plus grands si on ne gère pas cet accès à de la nourriture. Elle est proche de chez nous, c'est un patrimoine merveilleux, il faut qu'on défende cette nourriture. Avant de vous entendre en plateau, tout le monde n'est pas d'accord chez les agriculteurs. Pourquoi? Parce que certains vont pouvoir doper les exportations. Produits laitiers, je vois que vous avez une petite brique là, mais l'accord prévoit de pouvoir doper les produits laitiers, l'huile d'olive, les vins ou spiritueux. Il y a aussi une réduction des taxes sur le fromage. 56 indications géographiques françaises seront protégées. Je veux bien qu'on comprenne, je ne suis pas l'avocate de l'accord. J'essaie juste d'en dire un contradictoire pour vous permettre d'aller au bout de votre argumentation. Non, bien sûr qu'il y a quelques intérêts à pouvoir exporter des produits, on le fait déjà. Mais il faut d'ailleurs prendre encore un peu de recul, si vous me le permettez. Le Mercosur, c'est une toute petite partie émergée du vertigineux précipice qui est partout dans les fermes. C'est la juste rémunération. Imaginez une chose, si le Mercosur ne se signe pas, il reste, après ça, le principal problème, le fait que des gens, encore une fois, qui nourrissent les autres, ne parviennent pas à se tirer une rémunération digne, juste, à la hauteur de leur travail. Ça reste tout à fait entier. Les producteurs que vous voyez dans les rues, il y a un an, on leur a fait énormément de promesses. On les a toutes vécues avec eux. Il y a quasiment rien, à part quelques promesses techniques, on en a vu quelques-unes se réaliser, mais il n'y a rien sur le revenu. Comment on peut imaginer
Mettez-vous dans la tête de toutes ces producteurs et productrices qui aujourd'hui n'ont aucune perspective, n'ont pas de trésorerie, ont vécu des aléas climatiques comme jamais on en a vu en 40 ans. Comment on peut imaginer qu'ils puissent avoir le moral alors qu'un an après des promesses essentielles qu'on leur avait faites, aucune n'ont été tenues, à part quelques-unes, il faut être respectueux de 2-3 accords qui ont pu être mis en place. Vous voyez, ce qu'on a du mal à... Le Mercosur, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. Il faut évidemment le traiter, oui. mais vraiment, c'est assez terrible parce que tout le monde se bat pour le Mercosur. Si demain on apprenait, même si ça va être très compliqué, qu'il n'était pas signé, le problème reste absolument entier. Alors, on a les images, je voudrais juste, je vous entends Dominique Seux, mais qu'on ait la parole des agriculteurs. Vous parlez du revenu, entendons ce qu'ils ont à dire effectivement sur cette question des revenus. Ça fait 2 ans que je suis installé agriculteur et en 2 ans, j'ai jamais réussi à me verser un salaire. Sur mon exploitation, j'exploite 220 hectares, je ne peux pas me permettre de prendre 2 salariés parce que je n'ai pas les moyens de me payer un salarié. Vous vouliez dire quelque chose, Dominique? Non, j'avais une question à poser. Vous avez donné un chiffre qui est très fort. Vous avez dit, avec cet accord Mercosur, on risque de perdre en France 50 000 exploitations. Ouais. C'est absolument considérable. Comment peut-on perdre 50 000 exploitations alors que la hausse d'importation de bovins attendue de cet accord Mercosur, c'est même pas 2% du marché européen des bovins? Alors, parce qu'il y a une double incidence, et ce sont des chiffres donnés notamment par la FNSEA et Arnaud Rousseau, il faut se rendre compte que aujourd'hui, le moral, la fragilité de l'envie des producteurs de continuer est immense. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez des signaux de ce type qui arrivent, vous avez des gens qui, le soir, on les voit, nous, depuis 8 ans, parlent en famille. Et quand vous gagnez absolument rien, comme ces 2 jeunes agriculteurs qu'on vient d'entendre, ou 300 €, et que vous n'avez aucun véritable signal de l'intérêt qu'il pourrait y avoir du pays pour votre condition et le fait que vous nourrissez les autres, vous vous arrêtez. Donc il y a l'incidence directe. Effectivement, si on ramène à ça des chiffres, c'est compliqué de le comprendre. Mais vous avez une autre donnée dont on parle peu, c'est le fait, ce sont des chiffres de l'INSEE, que la moitié des producteurs arrivent à la retraite en 2030. La moitié des producteurs en France. Mais qui pour reprendre ces fermes si vous avez du Mercosur, des accords déséquilibrés, des produits en plus qu'on ne peut pas accepter? Vous êtes d'accord pour dire que ce que prévoit le Mercosur ne va pas entraîner directement la fermeture de 50 000 exploitations? Ce sont des chiffres qui ont été donnés encore une fois par le premier syndicat agricole. Ouais. On a, nous, dans les fermes, au-delà du Mercosur, vous avez sans doute raison, au-delà du Mercosur, mais... Le sens de ma question, c'est, et ça va dans votre sens, c'est que il faut regarder peut-être plus la forêt que l'arbre. L'arbre, absolument, c'est sûr. La forêt, c'est est-ce que nous n'avons pas un problème global de compétitivité de notre agriculture lié à des choses un peu éternelles et qui concernent le reste de l'économie aussi, c'est-à-dire les coûts de production, les normes, la surréglementation, et un certain nombre de choses avaient été promises au mois de janvier que pour l'instant les agriculteurs n'ont pas l'impression de voir. On en revient à cette question des promesses non tenues. Voilà, est-ce que Mercosur n'est pas un bouc émissaire un peu facile? Là, je suis un peu comme Amélie Carrouet, je ne suis pas là pour défendre le Mercosur à tout prix, mais je vous pose la question. Non, vous avez raison, il ne faut pas qu'on regarde le Mercosur comme le début et la fin du problème. C'est une donnée, la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut se tourner vers une vision beaucoup plus globale. Vous avez raison, il y a un problème de compétitivité, mais là, il faut faire un choix fort. Ou bien on fait des immenses exploitations pour essayer de se retrouver dans des coûts avec des normes miroirs susceptibles d'être en concurrence avec d'autres pays. Ou, et ça semble être un choix qu'on ne fera pas culturellement, de façon presque profonde, viscérale, atavique, on n'ira jamais vers ce dimensionnement des fermes. Donc il faut qu'on parte de la dimension positive. On a une agriculture de qualité, on a des produits de qualité, on ne peut pas importer des produits qui sont faits à partir de normes qui sont d'ailleurs même interdites pour certaines en France. Il y a une notion de dimension technique de la gestion de ce dossier qui échappe à la dimension de la vie réelle de ceux qui nous nourrissent et de ceux qui consomment les produits. Parce que nous, consommateurs, on a prouvé, en un mot, on était prêts à rajouter des centimes. On va parler de la question des consommateurs. Quelle place et quelle part peuvent prendre les consommateurs? Mais vous parlez du réel, du terrain. On y retourne sur le terrain. Oui, Marion Van Rottergem. Oui, tout ce que vous dites est évidemment extrêmement convaincant et
est tragique et terrible. Mais qui espérez-vous convaincre, dans la mesure où la loi d'orientation sur la souveraineté agricole est en projet, elle sera examinée par le Sénat en janvier, donc c'est très long parce que ça a été retardé par la dissolution, mais c'est en route. Et il semble que l'année dernière, les agriculteurs en avaient été plutôt satisfaits. Et par ailleurs, sur le Mercosur, tout le monde en France est d'accord, c'est-à-dire le président est d'accord, le gouvernement est d'accord, il y a eu 600 députés, tous partis confondus, qui ont signé une tribune dans Le Monde, ce qui n'arrive quasiment jamais. L'opinion publique est avec vous. Donc en fait, qu'est-ce que vous attendez de qui ? Dans votre question, il y a une réponse qui pose finalement question, et vous le disiez aussi, monsieur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à la dimension du Mercosur, même si c'est un vrai problème d'actualité. 90% des gens soutiennent des producteurs, même lorsqu'ils bloquent les routes. Nous, consommateurs, on est conscients qu'il faut évidemment qu'ils soient en première ligne. Ce qui nous manque, c'est une prise de conscience, un petit cliquet, un changement de logiciel profond. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réveille un lundi matin dans notre pays et qu'effectivement, le gouvernement et l'ensemble des acteurs se disent très concrètement: on ne peut pas prévoir un avenir où ceux qui nourrissent les autres, cette famille qui s'appelle les producteurs et les productrices, ne voient pas de perspective à leur propre métier. Donc, il faut qu'on en fasse une priorité absolue. Nous, consommateurs, on a déjà montré des signes, mais très clairs, d'une adhésion, parce que on pense toujours aux 30% de familles qui ne peuvent pas rajouter même les 8 centimes sur une brique de lait. Vous êtes venu avec votre brique de lait, vous pouvez nous la montrer. Voilà. Alors, on est une coopérative. Vous pouvez la monter un peu, parce qu'on ne la voit pas là telle qu'elle. Voilà. Bon. On est une coopérative. Merci beaucoup. Pas de dividendes versés chez nous, tout repart au soutien des producteurs, donc je m'autorise à faire cette publicité. Cette petite brique de lait, il y a un symbole au-delà des chiffres. Vous voyez, elle est depuis le départ solidaire des producteurs, parce que c'est eux-mêmes qui fixent le prix, 54 centimes en ce moment par litre. C'est devenu la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. Quelle incroyable MDD, est-ce que vous pouvez... marque distributeur, qui ne sont pas dans ces classements annuels. Autre information, 116 millions de produits par an, vendus sans pub à la télé, sans commerciaux, parce que de façon bienveillante, tout le monde s'est emparé du sujet. Cette marque, créée par les consommateurs, qui est donc portée par une coopérative, Nielsen, qui est un organisme qui mesure ça au niveau économique, nous a appelé en disant: voilà, grande nouvelle, vous êtes, vous, les consommateurs, porteurs de la marque la plus vendue parmi les nouvelles marques créées depuis 10 ans. Ça veut dire que c'est plus un détail du rayon. C'est-à-dire que lorsque vous avez des produits solidaires en rayon, il faut aussi parler de Cantavélote, Un Autre Lait, Faire France, faisons de la publicité à toutes les démarches qu'aident les producteurs. Eh bien, la preuve est faite que si on est sûr, mais à cette condition-là, nous consommateurs, que les centimes vont bien jusqu'aux producteurs et qu'on peut le vérifier. À quel prix achetez-vous le lait aux producteurs ? 54 centimes. 54 centimes. Et vos concurrents, soit Lactalis, soit... Alors on ne les considère pas comme des concurrents parce qu'il y a aussi des producteurs derrière, mais vous avez raison, 42 centimes. Mais derrière, encore une fois, cette question... Les distributeurs. Une précision, 12 centimes d'écart. Il y a à peu près 500 000 litres au niveau d'une exploitation, 500 000 litres de lait. Oui. Ça représente 12 fois... ça fait 60 000 euros par an. Chaque centime de plus pour le producteur, c'est 5 000 euros de plus pour lui par an. Et pour nous, c'est absolument accessible de pouvoir les rajouter. Quelle part des distributeurs ? Parce qu'on sait très bien les fractures qu'il peut y avoir entre les producteurs, les industriels, les distributeurs. Michel-Édouard Leclerc, ce matin, on va l'écouter. Je crois qu'on peut travailler ensemble. En fait, c'est beaucoup le politique qui nous a mis... les uns contre les autres et dos à dos, parce que nous sommes très français dans nos achats. Nous sommes partis liés avec la production française, nous la défendons, et c'est pour ça que sur l'accord Mercosur, sur le volet agricole de l'accord Mercosur, on trouve que c'est une ineptie que d'aller signer des contrats qui sont mal négociés, et d'ailleurs qui sont négociés sans nous. Vous êtes dans le même bateau dans ce combat ? On a une information aussi pour vous. Lors des 8 ans de l'initiative C'est qui le patron ? On a eu la grande surprise de voir, vous avez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et Michel-Édouard Leclerc, Thierry Cotillard, ensemble, Alexandre de Palmas n'était pas là, ce sont les patrons donc, de Intermarché, Leclerc et Carrefour, prendre cette brique en main et dire voilà, il faut que tous les produits qui défendent les producteurs soient en rayon. On a pris la balle au bon, on leur a dit rendez-vous pour organiser tout ça. Ils se rendent compte aussi qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de produits français à vendre si à un moment donné les gens disparaissent. Donc le problème de la loi Egalim, un petit mot là-dessus, elle ne marchera encore pas. On peut vous l'annoncer, pourtant on n'est pas défaitiste, on est toujours bienveillant et positif.
parce que Egalim 1 a été créé sur le principe de la démarche. Audrey Bourlot, à l'époque, qui était conseillère d'Emmanuel Macron, a dit on va recopier la démarche des consommateurs, on en fait une loi. Egalim 1 ne marche pas. Egalim 2 ne marche pas. On leur dit mais vous oubliez à chaque fois une chose clé, les producteurs et les consommateurs au milieu de ce débat. Vous ne pouvez pas arriver à un accord entre des fabricants et des distributeurs seuls. Et c'est pas un représentant des producteurs qui peut changer les choses en disant les copains, le marché est difficile, on ne peut avoir que 42 centimes par litre. Il faut que les consommateurs que nous sommes s'invitent dans ces moments où les marques, qui sont vraiment très dépendantes de nos achats, nous voient dans un coin de la réunion dire « Madame, monsieur », les producteurs sont les personnes et les parties les plus importantes pour nous dans l'ensemble des débats. Donc il y a des choses à faire évoluer, mais avec un vrai changement de logiciel qui pour l'instant n'est pas là. Mais je vais continuer d'enfoncer la porte que Marion et Dominique ont ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait de communication dans cette mobilisation où on ne comprend pas bien qui vous voulez convaincre, parce qu'on l'a dit, on l'a répété, tout le monde est convaincu par votre message. Est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de vous mobiliser pour promouvoir des initiatives comme celle-ci, puisque vous dites le succès de cette brique de lait prouve qu'on est tous avec vous. Eh bien, multiplier ces initiatives sur tous les produits qui posent problème en raison de la libre concurrence. Et je pense que vous aurez justement la France derrière vous, puisque tous les consommateurs, on le voit, ils vous soutiennent, ils vous soutiendront de cette façon-là. Vous le dites vous-même, c'est quelques centimes de plus à chaque fois. Vous ne pensez pas que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller que des blocages où finalement ça fait des images fortes, ça fait des sujets télé, mais ça ne change pas votre vie. Il ne se passe rien. Vous parlez effectivement des blocages des producteurs et nous on les supporte en tant que consommateurs. Je rappelle qu'on est une coopérative de consommateurs, donc on ne peut pas parler en leur nom de producteurs. Mais là où vous avez raison, c'est que je suis un des derniers presque, et dans l'équipe de C'est qui le patron et dans la coopérative qui nous rassemble, qui veut encore croire et qui en appelle aux politiques. Tout le monde se dit, attendez, bon, ils ne le font pas, ils le feront sans doute jamais, on va faire de la politique par nos actes d'achat, on va créer donc des espaces, d'ailleurs dans les supermarchés, pour rassembler des produits solidaires. Ça, évidemment, on va continuer à le faire. Mais en tant que citoyen, vous vous dites que c'est quand même absolument incroyable que des solutions viennent effectivement de la société civile, fonctionnent, créent, encore une fois, il n'y a pas une marque dans le monde économique, cher à monsieur, créée depuis 10 ans, qui est plus vendue dans le monde agroalimentaire que cette marque qui ne vend que des produits solidaires. Enfin, à un moment donné, qu'il y a un réveil de tout le monde en disant c'est un signal, bon, pour l'instant, trop petit à l'échelle de ce qu'est le marché global du monde agroalimentaire, mais il faut qu'on mette des conditions de développement. Si on n'a pas la loi avec nous, on restera une très jolie initiative, vertueuse en rayon, il faut que ça se généralise. On l'entend, hein, la parole du politique ne compte plus, n'a plus de valeur dans ce propos-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les agriculteurs qui disent depuis un an, on était là, on nous a promis, on n'a rien eu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces agriculteurs qui disent mensonge et trahison? Ouais, moi je reste avec un petit espoir que le monde politique s'empare du sujet différemment, bien sûr. Mais alors, le constat, on le vit avec eux, lorsque vous faites la liste des promesses, mais c'est même pas des promesses, des actions nécessaires et urgentes d'il y a un an, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans les ministères? On a vu beaucoup de conseillers, on a discuté avec eux nous aussi en tant que consommateurs. Il ne se passe rien. Écoutez, vous prenez en 8 ans des mesures pour améliorer la rémunération des producteurs. Je le rappelle, des gens qui nous nourrissent tous les jours. Vous ne trouvez pas, à part les lois Egalim embryonnaires qui n'ont pas marché, il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire que vous avez des conseillers, encore une fois, avec qui on discute régulièrement, qui ne font rien. Donc, lorsque vous avez un niveau de promesse, sans doute de compétences limitées, ou peut-être de moyens d'action limités, à ce stade-là, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des gens dans la rue qui, sans trésorerie, sans perspective, manifestent. On ne peut pas, à un moment donné, se dire tiens, c'est une petite coquetterie que d'aller comme ça sur les ronds-points quand on est producteur en France. Je crois que plus personne se dit ça aujourd'hui, et ça, c'est peut-être le seul bon point. Mais il ne se passe rien dans les ministères, dit Nicolas Chaban. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous voyez, vous, Dominique Seux? Est-ce qu'en effet, on s'est dit bon, écoutez, ça y est, on a fait les annonces, on se retrouve dans quelques temps, ils vont oublier de contester et puis on verra? Alors, ce qui est certain, c'est que la loi d'orientation agricole qui aurait dû déjà être votée ne l'a pas été, et que la présidente de l'Assemblée nationale expliquait ce matin qu'elle aurait souhaité que ça aille plus vite. Donc il y a du retard, il n'y a aucun doute. Quand on regarde le budget du ministère de l'Agriculture, il y a quand même quelques centaines de millions d'euros, voire 1 milliard d'euros qui ont été débloqués. Il y a des aides à la trésorerie
qui sont rentrées en vigueur. Il y a aussi un certain nombre de simplifications. On se souvient, vous savez, des fameuses réglementations sur les haies. Des choses ont bougé. Pas assez, une chose à vous dire. Trop lentement, de toute évidence, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait et que les politiques sont restés totalement inertes. Je prends un peu le contre-pied d'un bruit général qui est le gouvernement est extrêmement faible, ce qui n'est pas faux, et il est incapable de faire quelque chose. Oui, il y a 2-3 choses de fait, mais juste un mot, parce que là, on tient ça des producteurs, et c'est absolument impressionnant. Vous savez, les fameuses 17 mesures, effectivement, pour les haies, qui étaient absolument incroyables. Tout le monde a dit, elles ont été simplifiées, il n'y en a plus qu'une. Oui. Mais vous savez qu'elles hébergent les 17 autres en une seule. Le budget annuel de l'agriculture en France, 300 millions de moins cette année. Le paiement notamment des prêts débloqués, disait Arnaud Rousseau, pas un centime. Un de vos confrères lui a fait répéter, pas un centime versé. Non, mais c'est-à-dire que la réalité, c'est que il y a 2 conseillers depuis 3 ans. On essaye de pas trop les incriminer parce que, mon Dieu, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent. Mais on ne peut pas avoir une action côté consommateur qui, à un moment donné, aide réellement les producteurs. À part 2-3, effectivement, des prêts de thésaume. Des décrets, sur également la partie énergie. Mais moi, je voudrais juste qu'on se rende compte qu'en France, cette famille importante pour nous, hein, la partie politique, je crois qu'il y a un problème de logiciel. Il faudrait qu'on fasse des formations, nous, les citoyens, les producteurs, qu'on aille dans ces ministères, qu'on leur explique 2-3 petites choses très simples pour que la dimension un peu hors sol, sans tomber dans un débat caricatural, quitte évidemment les réunions et les décrets et qu'on se mette à faire des choses utiles qui fonctionnent. Message passé, et je crois que vous demandez aussi que l'agriculture soit grande cause nationale. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Chaban, chef d'entreprise, fondateur de C'est qui le patron. On a bien vu la brique de lait qui cartonne d'ailleurs, donc dans les supermarchés. Merci à vous. Dans un instant.